Et si tout ce que je faisais ne servait à rien finalement ? Devenir végétalien ou végétalien pour le coup, complètement aucune consommation de produits animaux, ce n'est pas la clé d'un monde plus écolo. Ça pose la question de, de toute façon, cette vie va s'arrêter. Soit on accélère la fin de notre espèce, soit elle arrivera plus tard, mais elle va arriver. Et du coup, la question, c'est au-delà de la préserver, quel sens on veut mettre à la vie qu'on veut préserver. Donc c'est bien beau, tu vois, toi et moi et plein de gens qui nous écoutent vont faire des efforts pour aller acheter le plus près possible, etc. Mais à côté de ça, on vit dans un monde qui structurellement est mondialisé en fait. Il faut aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve normal de recevoir d'avoir des produits qui arrivent de l'autre bout du monde ou même de l'autre bout de la France ? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve que c'est normal ? Alexandra, arrête de regarder ce que tu manges, de t'user à faire ton propre potager bio. Je me mets où en fait ? Qu'est-ce que je fais concrètement finalement ? Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une graine germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête ? Bonne écoute ! L'autre jour, nous avons décidé avec une amie de ralentir notre semaine et de passer une journée slow, riche en discussions au cours de laquelle nous avons nourri notre corps et notre esprit de belles choses. Est venu sur la table, entre un filet de bar cuit à la vapeur et des légumes légèrement rissolés à l'huile d'olive, légumes de mon jardin dont je suis très fière, le livre d'Anaël. En effet, tout comme toi, tout comme beaucoup de personnes, et peut-être pas encore assez, les sujets des enjeux climatiques, écologiques et plus largement sociétaux me préoccupent beaucoup. Entre désir de révolutionner le monde, éco-anxiété, désir de sauver la planète à petite échelle et éco-dépression, je vis un peu des montagnes russes. Le soir, en rentrant chez moi, je ne peux m'empêcher de débuter l'ouvrage d'Anaël alors que j'en ai déjà 3 en cours. Chaque page me touche, me percute même, parfois comme si je faisais face à un punching ball. Et si tout ce que je faisais ne servait à rien finalement ? Puis, en avançant la lecture, l'auteur amène la notion de plaisir et de désir et je me rends compte que je suis sur le bon chemin. En effet, tout ce que j'entreprends, les changements que je mets en place dans mon univers professionnel, mon alimentation, mes gestes, débutent par l'envie d'évoluer et non la colère ou la frustration. Tout de même, cet avis sur le mouvement colibri m'a choquée, même si je comprends le fond de cette pensée. Pour débattre de tout ça, j'ai décidé d'inviter l'auteur de ce livre, Anaël Sorigné. Elle se présente de la manière suivante, je la cite, « Écolo convaincue, entrepreneur multicasquette, experte en transition pro et perso et autres sauts dans le vide. Transition de vie, écologie versus inaction, low tech et technologie, croissance verte, éco-anxiété, tant de sujets que nous avons abordés ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans la vie d'une écolo convaincue ? Et qu'en est-il de la fable du colibri ? Est-ce vraiment une légende qui fait l'apologie de l'inefficacité ? Sans plus tarder, je t'invite à rejoindre ma conversation avec Anaël Sorigné.
Bonjour Anaëlle et bienvenue sur le podcast Une graine germe. Je suis très contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui parce que d'ailleurs de pouvoir aussi mettre un visage sur un nom que j'ai lu sur un livre, sur la couverture d'un livre. Donc j'ai un petit peu expliqué en introduction comment j'en suis venue à te connaître. Et donc voilà, je suis très très contente de pouvoir t'accueillir parce que durant ma lecture de ton livre qui est On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou, j'ai été à la fois traversée par plein d'énergie, des fois du pessimisme, des fois du soulagement, beaucoup de questionnements, des fois je ne comprenais pas certaines choses, enfin je comprenais mais je me disais oh là là ça venait me, me pincer au fond de moi sur les choses que je pouvais faire actuellement dans ma vie, pensant peut-être bien faire. Et voilà, je suis très contente de pouvoir aujourd'hui t'avoir en face de moi, virtuellement certes, mais en face de moi pour pouvoir débattre de tous ces sujets. Mais avant tout, j'aimerais savoir un petit peu plus qui tu es, et je pense que nos auditeurs également. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais dans la vie, Anaëlle? Oula. Alors salut Alexandra déjà. Euh, j'ai fait plein de choses. Je sais jamais par quoi commencer. Je trouve ça très dur cet exercice de se présenter. Mais donc comme tu l'as dit, je suis l'autrice de On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou. Et puis fin 2015, j'ai fondé un blog qui s'appelle La Révolution des tortues. Qui parle toujours, mais il a évolué d'écologie. À la base, c'était ça, parler d'écologie avec beaucoup de sérieux sur le fond, mais beaucoup d'humour sur la forme. Voilà, l'idée étant que c'est pas parce on, on s'empare d'un sujet qu'il faut trop se prendre au sérieux. Et voilà, donc en fait, la tagline du blog, c'était je ne trouvais pas de blog écolo qui me faisait marrer, alors je l'ai créé. Donc c'était ça l'idée. Et puis bon, ben voilà, c'est toujours mélangé de plein d'émotions différentes. Et ça me fait sourire ce que tu dis, que pendant que tu lisais le livre, tu as eu plein d'émotions, tout un bouquet varié, parce que c'est exactement ce que je suis et ce que j'ai envie de transmettre. Donc voilà, c'est un blog où j'ai beaucoup partagé mes découvertes, mes astuces sur l'écologie, mon mode de vie quotidien, mes enquêtes aussi, parce que j'ai eu une période de journalisme. Et puis ensuite, professionnellement, j'ai vogué vers d'autres aventures. J'ai fait une petite pause avec la rédaction et je me suis formée à l'accompagnement. Et du coup, le blog, il a évolué vers plus une réflexion sur comment on fonctionne. Et puis moi, j'aime bien mettre en parallèle ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà, donc c'est un peu un mélange de tout ce qui m'intéresse dans la vie. Et puis là, récemment, j'ai fermé mon entreprise parce que j'étais fatiguée d'être seule et à mon compte. Et bon, là, je fais un job dans une association actuellement. Voilà. D'accord. Et quelle association? Je travaille pour les bergers du Béarn, en fait, parce que donc, j'ai déménagé il y a 2 ans sur ce territoire, en Vallée d'Ossau pour être exact. Et voilà, je cherchais du boulot dans le coin parce que je voulais pas déménager et j'ai trouvé ce poste de coordinatrice de projet dans le pastoralisme en fait. Et bah, ça vient bousculer beaucoup de préjugés que j'ai et c'est super intéressant parce qu'on pourrait opposer les éleveurs et les écolos. Enfin, il y a quand même pas mal d'incompréhension de part et d'autre. Et d'avoir ce job, c'est très intéressant parce que ça me fait, ça m'ouvre en fait sur des clichés que je pouvais avoir. Et ça vient mettre de la nuance un peu dans ma vision du monde. Et enfin, moi, la nuance, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Donc, je suis ravie. Bah, la nuance, pour moi, elle est nécessaire parce que c'est ce qui évite de passer d'un extrême à un autre. Or, ce qui est pour moi dangereux dans le monde et aussi pour notre santé, parce qu'on parlait tout à l'heure, tu parlais de ce qui se passe en nous et également bah, de ce qui se passe dans le monde, notre être intérieur et l'écosystème plus global. Les extrêmes amènent à des risques et des déséquilibres qui sont, eux, dangereux. Donc les nuances, pour moi, effectivement, je te rejoins, c'est la clé de tout et dans tous les domaines, en fait, nuancer. Trouver les différentes nuances de gris et pas forcément choisir le blanc ou le noir. Et en effet, ce que ça me parle un petit peu ce que tu mentionnes sur le côté un petit peu
la guerre, on va dire, qu'on peut mettre, ou ce qui peut opposer entre les agriculteurs et le monde de l'écologie, en effet, parce que aujourd'hui, on a cette image d'être écolo en ne mangeant plus de viande, par exemple, en réduisant un maximum les produits laitiers. Et à mon sens, et peut-être que tu pourras me contredire, ou en tout cas apporter effectivement ta nuance, mais à mon sens, devenir végétalien ou enfin, végétalien pour le coup, hein, complètement aucune consommation de produits animaux, ce n'est pas la clé d'un monde plus écolo. Ça peut être une clé, et encore ça dépend énormément de comment on vit ce type de régime alimentaire, parce que moi-même l'ayant vécu pour le coup il y a quelques années, quand je suis devenue végétalienne, et je ne suis plus aujourd'hui, hein, mais quand j'étais devenue végétalienne à l'époque, dans ma transition j'avais transité vers des produits ultra transformés, végétaux, etc. Pour moi ça c'est pas écolo. C'est très emballé, c'est très processé, c'est même pas nutritif. Donc ça, c'est pour le coup, ça doit être végétal, mais ce n'est absolument pas écolo à mon sens, en tout cas avec la vision que j'ai aujourd'hui de l'écologie. Alors, voilà, pour moi, tout est question d'éthique agricole derrière aussi, je pense. Là-dessus, j'ai plus de... Enfin, sur tous les sujets, maintenant, je me rends compte que j'ai plus de questions que de réponses, hein. Déjà, il y a un truc qui me dérange, c'est que souvent, on a une vision du monde, genre il y a les gentils et les méchants, par exemple les gentils écolos et les méchants pollueurs, et ça donne une vision du monde qui est pas du tout réaliste et qui est pas du tout intéressante et qui permet pas d'avancer en fait. Donc déjà ça, moi, ça me gêne. Ça veut pas dire que j'ai pas de conviction et qu'il y a pas des trucs sur lesquels je suis immuable, hein, mais en tout cas, j'aime pas me dire que le monde est divisé en bien et mal. Enfin, je trouve ça très très stérile quoi, comme vision du monde. Et ensuite sur la question de bah, est-ce qu'il faut manger des produits laitiers, est-ce qu'il faut manger de la viande, etc. Bah en fait. Euh, J'en sais rien parce que c'est tellement complexe en fait. Chaque choix implique tout un tas d'autres choses. Et souvent, quand on a une idée bien arrêtée, on se rend pas forcément compte de tout ce que ça implique derrière. Et tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais été même pas végétarienne. En fait, je mange très peu de viande et pas beaucoup de produits laitiers non plus, hein, mais c'est vraiment des produits plaisir très occasionnels pour moi. Euh, mais ce côté, enfin, j'aimerais pas que le végétarisme ou le véganisme soit une religion. Je trouve ça super s'il y a des gens qui sont bien dans ce régime alimentaire-là et tout. Je trouve ça génial. Moi, ça me pose aucun problème. Voilà, chacun fait ce qui lui plaît. Mais ouais, comme tu dis, enfin, c'est des modes alimentaires qui peuvent aussi être associés avec beaucoup d'industrialisation, beaucoup de plastique, des non-sens nutritionnels, etc. Et donc, on voit bien que c'est plus compliqué que juste pour être une bonne personne et réduire son empreinte carbone, il faut arrêter de manger de la viande. Ça marche pas comme ça. C'est plus compliqué que ça. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça de plus en plus difficile, en fait, de prendre la parole sur un sujet ou un autre, parce qu'il y a tellement d'implications à chaque fois derrière que moi, j'ai plus des avis aussi tranchés qu'avant. Oui, oui, et puis je pense qu'il y a beaucoup de contexte qui doit être évalué en fait. C'est-à-dire que par exemple, on prend une personne qui aujourd'hui vit à la campagne, à proximité de producteurs locaux, dont elles connaissent la manière de cultiver, est-ce qu'il y a utilisation d'engrais ou pas, sans se dire bio ou pas bio, parce qu'il y a plein d'agriculteurs, hein, qui ne se disent pas bio parce que ça coûte trop cher, pourtant ils ont des méthodes d'agriculture pardon, très, très respectables. Mais encore faut-il avoir cette occasion de pouvoir créer le lien avec ses producteurs. Et c'est vrai que si nous, on n'habite pas à la campagne, c'est pas possible. Donc forcément, chaque personne va avoir aussi, en fonction de ce contexte, bah, des actions plus ou moins faisables. Ouais, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah oui, bah, tu sais, moi, j'ai déménagé il y a 2 ans à la campagne. J'ai jamais vécu à la campagne. Et donc, je me rends compte du fossé, en fait, qu'il peut y avoir entre quand tu es urbain et que tu n'as jamais habité à la campagne, de toutes ces idées que tu peux avoir dont tu te rends pas du tout compte, en fait. Enfin, et même tu peux avoir une vision de l'élevage qui est l'élevage, comme si c'était un monde unique où tout le monde avait les mêmes pratiques.
Tu plein d'opinions sur ce qu'il faudrait faire et pas faire. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. J'avais plein d'opinions en connaissant rien du sujet, en fait, et donc tu vois, il y a des moments où la réglementation environnementale, elle vient, s'appliquer à des pratiques qui sont déjà vertueuses, par essence et donc on vient te demander, si tu es en bio alors que ton troupeau, il est nourri à l'herbe, que enfin, déjà tes pratiques, elles sont super vertueuses mais il y a des cahiers des charges, il y a des réglementations, il y a besoin de repères, en fait, pour classer les pratiques et l'ironie, c'est quand tes pratiques, elles sont vertueuses, mais qu'elles rentrent pas dans la grille. Enfin, tu vois, c'est ce que tu soulignais, quoi. Des gens, puis ça a un coût. Enfin, voilà, tout ça, c'est, bah, il faut bien mettre des normes et des choses parce que sinon on n'a pas de repères, mais tout en étant conscient bah, des limites, en fait, de ces normes. Elles peuvent pas refléter toute la complexité du réel, quoi. D'ailleurs, si jamais certains d'entre vous qui nous écoutez, vous êtes assez curieux sur la partie agriculture, j'ai déjà réalisé 3 épisodes avec 3 invités différents. Une femme qui s'est reconvertie professionnellement pour devenir maraîchère bio et qui était avant dans un métier complètement différent, dans du marketing ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Une autre jeune fille aussi, enfin jeune femme plutôt, hein, que j'ai invitée et qui elle même a un podcast La Clé des Champs. Peut-être que tu connais Anaëlle. Et puis j'ai aussi invité Arnaud Daguin, qui est cofondateur de l'association pour une agriculture du vivant, et on a parlé longuement aussi de toutes ces notions d'agriculture, et en plus avec 3 invités différents, donc aussi avec 3 angles différents. Donc voilà, c'est très intéressant, et ça pourra venir compléter notre discussion actuelle. Alors Anaëlle, j'aimerais qu'on continue un petit peu à te connaître. Sur ton blog que tu nommais tout à l'heure, La Révolution des tortues, tu te présentes de la manière suivante, et je te cite: écolo convaincu, entrepreneur multicasquette, experte en transition pro-perso et autres sauts dans le vide. Donc j'imagine que si tu as écrit ça, c'est que tu as même toi-même traversé pas mal de transitions de vie professionnelle, personnelle. Est-ce que tu pourrais nous en partager peut-être quelques-unes qui ont fortement marqué justement ta vie jusqu'à présent? Oui. Ben, écoute, la première, j'étais étudiante à Sciences Po. J'y suis rentrée parce que je voulais être journaliste. En cours de route, je me suis dit que j'allais travailler dans la culture. Ça a tenu quelques années, ce projet. Et puis, je suis partie en année à l'étranger et j'ai eu un déclic pour l'environnement. Mais vraiment, du jour au lendemain, un projet que ça faisait 3 ans que je mûrissais, j'allais prendre telle spécialisation. Enfin, et en quelques semaines, ça a été balayé et en fait, j'en ai choisi une autre finalement, qui était donc ouais, environnement. Et puis après, en fait, ouais, je crois que vraiment ma spécialité, c'est de me promener dans des univers différents et peut-être même de faire le lien entre ces univers-là. Des fois, je me dis que c'est un peu mon rôle, mais j'ai commencé ma vie professionnelle comme urbaniste, environnement. Ensuite, j'ai continué en urbanisme et j'ai commencé à travailler en liant les deux. Et puis, c'est quand même un travail hyper intense, hyper avec un rythme assez soutenu, on va dire. Et puis bah, moi, à ce moment-là, je suis tombée malade. J'ai déclaré une maladie de Crohn. Et du coup, j'ai senti que mon corps n'allait pas du tout tenir ce rythme, que c'était pas possible pour moi. Et puis au-delà de ça, que l'urbanisme était un sujet très intéressant, mais qui me passionnait pas du tout assez pour que j'y passe 40 ou 50 heures par semaine, quoi. C'était voilà, c'était intéressant, mais j'avais fait mon chemin avec ça. Et bah, c'est là que j'ai lancé la Révolution des tortues et que je me suis mise à mon compte comme rédactrice, parce que bon, l'écriture, c'est quand même un des fils rouges de ma vie. Voilà, donc j'avais pas fait les études pour, j'avais pas de formation ni dans le web, ni dans l'écriture, ni dans rien du tout. Personne dans mon entourage n'était entrepreneur. Enfin, c'était vraiment le gros saut dans le vide à ce moment-là. Parle de écolo convaincu.
Et pour toi, il y a une différence entre se dire écolo et écolo convaincu. C'est quoi la frontière entre les deux pour toi? Ou c'est juste pour être, pour avoir une punchline un peu plus... C'est ça, non, vraiment, je pense que c'est une description où à chaque fois il y a deux mots. En fait, je vais répondre un truc complètement à côté, mais je suis extrêmement sensible quand j'écris à la musicalité de ce que j'écris. C'est mon copain qui m'a fait remarquer ça, j'en étais pas consciente. Et quand il a lu mon livre, il m'a dit, mais moi, ce que j'adore avec toi, c'est la musique de tes phrases. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, je fais toujours attention à ce que mes phrases soient équilibrées et cool, en fait. Enfin, je sais pas comment le décrire. Et donc, écolo convaincu, c'est probablement parce que écolo, virgule, ça ne devait pas du tout marcher dans ma phrase. Ah, c'est drôle. Alors moi, je vais te dire un petit peu comment je l'ai interprété. Pour moi, il y avait un petit peu la notion de se dire écolo et un peu le greenwashing qu'on peut voir de plus en plus. Et l'écolo convaincu, la personne qui est vraiment qui met l'écologie au centre de sa vie en essayant d'aller comprendre vraiment les impacts de chacun de ses actes sans forcément se juger, sans forcément même modifier ses actions parce que des fois c'est pas toujours possible de tout modifier ou en tout cas dans un temps donné, mais en tout cas d'en avoir conscience parce que moi j'ai l'impression, enfin je suis convaincue pour le coup que tout part d'une prise de conscience. Et il y a plein de choses en fait qu'on qu'on fait pour copier, mais on n'en est pas vraiment convaincu parce qu'on n'a pas conscience de l'impact positif ou peut-être néfaste de cette action sur nous, sur l'environnement, sur autrui. Voilà, c'était un peu comme ça que moi je l'avais interprété. Bah, j'aime beaucoup ton explication, je vais la garder si tu veux bien. Bon, je suis très gentille aujourd'hui, je ne t'applique pas de droit d'auteur. Ah non, ça va, Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu, donc on rentre encore un peu plus dans le sujet d'écologie peut-être active versus un peu l'inaction. J'aimerais qu'on se focalise ensemble sur la mise en action de chacun et de chacune d'entre nous dans la transition vers ce monde de demain qu'on nomme souvent. Un monde qui se devra, et je dis bien devra pour moi, être plus durable et respectueux. Alors c'est vrai que c'est un peu une phrase bateau et surtout très anthropocentré hein, parce que en ce moment, enfin je dis en ce moment parce que j'ai l'impression que ça prend beaucoup d'envergure et tant mieux, mais il faut qu'on sauve la planète. Comme si l'être humain était un sauveur. Et alors je pense qu'effectivement on nuit beaucoup à la planète ou en tout cas on nuit trop vite par rapport à ses capacités d'auto-guérison, j'ai envie de dire, et d'auto-renouvellement. Mais entre nous, je ne sais pas si tu partages cette pensée, mais la planète, elle durera très très longtemps encore, d'une manière autre, totalement, mais je pense qu'elle survivra. Ce qui ne survivra pas, par contre, c'est l'espèce humaine. Et à mon avis, il y a aussi beaucoup d'actions très anthropocentrées où en fait on veut faire survivre l'espèce humaine, mais la planète, elle a vécu et elle vivra énormément de transitions qui passent par des transitions climatiques, des transitions en termes de diversité faune et flore. Et nous, on fait partie d'une ère, en fait, de la planète, d'une transition. Et contrairement à d'autres espèces, on a cette intelligence où on veut se sauver, en fait, et on veut sauver la planète pour se sauver nous. Bon, c'est mon petit débat intérieur, bien que tous les jours, j'essaie de faire un maximum en sorte d'avoir un impact le plus respectable possible pour l'écosystème, parce que surtout, je trouve ça très, comment dire, très égoïste. Des fois, la manière dont on agit, nous, espèces humaines, parce qu'on met en danger d'autres espèces qui ont, enfin, elles n'ont rien demandé. On vient nuire à d'autres espèces qui n'ont absolument rien demandé à qui que ce soit. Et ça, c'est là où moi, je souhaite mener mon action et mes convictions en fait, mais je suis assez peut-être réaliste, mais j'ai pas l'impression que quoi que ce soit et qui que ce soit va sauver la planète en fait. Elle survivra. Bah, déjà peut-être que avant de passer à la suite, est-ce que tu souhaites ajouter ou peut-être débattre sur ça, cette pensée? Qu'est-ce que t'en penses toi? bah, non, j'ai rien à rajouter parce que je suis d'accord avec ça, en fait. Enfin, pour moi, c'est une évidence. La planète, elle a encore, alors je suis pas du tout experte là-dedans, mais elle a encore quelques milliards d'années devant elle. Donc, peu importe ce qui se passe, même le vivant, en fait,
C'est terrible à dire, mais peu importe, enfin peu importe, on dirait que je m'en fous, c'est pas vraiment ça, mais quel que soit le nombre d'espèces qui vont s'éteindre, par notre faute, il y aura quand même du vivant sur la planète, hein. Enfin, d'une façon ou d'une autre, le vivant va retrouver un équilibre et va se recréer autour de ça. Les équilibres seront modifiés, mais il s'en recréera d'autres. Mais du coup, enfin, tu peux tomber dans le moi, je sais que des fois, j'ai des périodes un peu comme ça hem, d'extrême relativisme. Je pense que c'est quelque part parce que c'est tellement douloureux que par moments, ça fait du bien de tomber, dans une espèce de relativisme. De toute façon, dans X milliards d'années, le soleil explosera et enfin, bon, voilà. Mais du coup, ça pose la question de, bah, de toute façon, cette vie va s'arrêter. Soit on accélère la fin de notre espèce, soit elle arrivera plus tard, mais elle va arriver. Et du coup, la question, c'est au-delà de la préserver, quel sens on veut mettre à la vie qu'on veut préserver? Parce que vouloir rester en vie, oui, mais pour moi, la question va plus loin que ça, en fait. Le but, c'est pas juste de sauver l'espèce humaine, c'est pour moi, de la porter vers une forme d'amélioration, de chercher à améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Enfin, pour moi, c'est pas juste une histoire de survie, hein. Sinon, c'est pas très enfin, c'est pas très radieux, quoi. Ce qu'on nous propose, bon, bah, on va lutter pour notre survie, et puis voilà, quoi. Bon courage, à la fin, on perdra, et voilà. Enfin, je trouve plus intéressant de se poser la question quelle vie on veut, en fait. Je trouve ça plus. Et alors, bien que justement, je pense qu'on est de plus en plus de personnes à être conscientes, je pense, de tout ça, et peut-être aussi un peu plus convaincue, parce qu'il y a aussi plein de médias qui se développent autour de ces sujets-là, qui éclaircissent des sujets, qui apportent de la connaissance, donc de la conscience. Pourtant, j'ai quand même beaucoup l'impression que le changement, c'est très dur à amorcer, et ça, c'est propre à notre cerveau humain. Le cerveau n'aime absolument pas l'inconfort, il préfère le confort, et c'est vrai que tout changement est synonyme d'inconfort au départ, et ça, je pense qu'il faut l'admettre. Donc c'est ce qui amène à des changements quand même assez difficiles à amorcer. En plus, le cerveau, lui, pense court terme, et donc tous ces sujets qui ont un impact moyen et long terme, on se dit, bon, bah, effectivement, on en reparlera quand ça arrivera. Aujourd'hui, effectivement, il y a une notion un petit peu plus de quelque chose d'urgent qui arrive, parce qu'il y a quand même pas mal même de scientifiques qui disent que là, toutes les actions que l'on mène aujourd'hui, qu'elles soient néfastes ou même bénéfiques, n'auront des impacts que dans 20 ans. Ça veut dire que par rapport, moi, il y a très peu de temps, j'ai écouté justement une émission de podcast avec un scientifique, comment on appelle ça, un expert des glaciers, qui racontait que par rapport à la montée des eaux, etc., et à la fonte des glaciers, que même là, aujourd'hui, en fait, si on agit maintenant, et c'est pour ça que c'est urgent de le faire, si on fait évoluer aujourd'hui notre manière de vivre, ça n'aura des impacts que dans 20 ans. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Déjà, tout ce qui se crée aujourd'hui dans les mers, c'est déjà fait, en fait. C'est déjà bouclé par tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Donc, donc voilà, il y a toute une latence en fait de nos actions. Et donc là, effectivement, des choses qui étaient hier du long terme deviennent aujourd'hui du moyen terme, et des choses qui étaient hier du moyen terme deviennent aujourd'hui du court terme. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une prise de conscience quand même de plus en plus actuelle, mais néanmoins, dans nos vies quotidiennes, le changement, je le vois bien dans ma vie ou autour de moi, dans mes amis, mes proches, etc. Bon, ok, on va prendre du plastique, c'est pas très grave. Bon, ouais, on se prend un petit pâté Enaf bien transformé dans du plastique. Bon, ça va pas changer la face du monde. Sauf que bah pour moi, je suis quand même assez convaincue que, et là c'est l'on revient au petit colibri et qui m'a un petit peu titillé dans ton livre, et c'est que toute action pour moi mérite quand même d'exister. Mais avant qu'on en vienne à ce débat-là, est-ce que j'aimerais vraiment qu'on discute face à face de qu'est-ce qui t'a amené à écrire ces mots dans ton livre. Euh, J'aimerais juste savoir, est-ce que toi, tu as identifié justement les principaux biais qui nous maintiennent dans cette inaction, et qui nous empêchent de passer à l'action et au changement. Bon, il y en a des tonnes, hein, de billets, on va pas tous les passer, mais le principal, tu l'as donné, hein, c'est l'aversion pour l'inconfort. Euh,
ça va même plus loin. Enfin, comment dire? Euh, En fait, la réalité actuellement, elle est tellement grave et elle fait tellement mal, et on est si peu habitué à accepter en fait quand ça va mal et d'accepter de ressentir des émotions qui sont super difficiles. On est tellement peu entraîné et sécurisé là-dedans, que du coup on est prêt à n'importe quoi pour pas ressentir ça. Et je dis bien on, hein, parce que je me vois faire aussi par moments. Voilà, il y a des moments je me laisse traverser, mais il y a aussi des moments où, comme tout le monde, c'est trop pour moi. Euh, du coup, enfin, quand je parle d'écologie, je suis juste effrayée par le niveau d'inconscience euh, que je perçois en fait. Je sais pas comment dire, c'est comme si, comme si prendre, pour reprendre ton exemple, prendre du pâté local dans un bocal en verre, ça allait suffire en fait par rapport à l'ampleur du problème. Et le point qui me chatouille, c'est pas tellement que les gens fassent pas plus, parce que individuellement, en fait, c'est compliqué de faire plus. Hein. On est tous d'accord sur ce constat. Ce qui m'inquiète, c'est que je sais pas si vraiment tout le monde en est pas conscient ou si c'est juste un peu tabou d'en parler et donc chacun garde ses sombres pensées pour lui. C'est pas exclu que ce soit le cas. Mais moi, ça m'inquiète vraiment. Et puis alors là, en ce moment, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui sort en ce moment, toute la débauche, c'est comme si on allait toujours, en fait, on propose plein de petits gestes, on propose plein de choses pour remplacer, tu vois, au lieu d'acheter du pâté industriel, tu achètes du pâté local, au lieu d'acheter une voiture à essence, tu achètes une voiture électrique. Mais en fait, c'est juste la même chose qu'avant, repeinte en verte. Enfin, et ça m'effraie qu'il n'y ait pas plus de gens qui s'en rendent compte. Et c'est vraiment... Et donc, du coup, c'est comme si on continuait de courir toujours plus vite et toujours plus fort dans la même direction, mais avec des lunettes vertes. Et moi, ça me fait hyper peur, en fait. Et, euh, et vraiment, quand je dis ça, c'est pas pour critiquer qui que ce soit, parce que je suis comme tout le monde, malgré tout, je me sens hyper impuissante face à ça, et je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire pour que le changement aille plus loin, en fait, aille dans les fondements et pas juste à la surface. Euh, mais je pense que déjà, de s'ouvrir à ça, de l'accepter, d'accepter de vivre toutes les émotions qu'il y a à processer vis-à-vis de ça, c'est déjà un point de départ. Parce que après, quand les changements sont imposés, bah mine de rien, tu fais partie de ceux qui rebondissent le plus vite. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai du mal à imaginer qu'on va pouvoir enclencher les changements tout seul. Je pense qu'on enclenchera les changements quand on sera au pied du mur et qu'on n'aura pas le choix. Mais tous ceux qui auront déjà fait des deuils, déjà processé plein de choses, déjà regardé la réalité en face, etc., bah, je crois, sont ceux qui rebondiront le plus vite, en fait, qui sauront le plus vite s'adapter à cette nouvelle réalité et qui sauront le plus vite aller de l'avant et qui d'ailleurs mettent déjà des choses en place aujourd'hui. Enfin, toute action que tu mets en place aujourd'hui, de toute façon, te prépare pour la suite, mais à condition de ne pas en faire des œillères de «Ah, c'est bon, j'ai mis des trucs en place, allez, c'est bon, ça va dans le bon sens». On évite de regarder autour, on évite de regarder que c'est pire que ça, en fait. Enfin, tu vois, juste, je m'inquiète quand ces actions deviennent des œillères. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je vois et je pense que c'est parce que c'est un peu comme nous, enfin, parce que j'ai aussi une casquette de naturopathe et en naturopathie, on dit qu'on essaie de travailler la cause de la cause et on évite de rester sur le symptôme, la partie visible en fait. On s'en préoccupe parce que c'est la parole du corps, mais on n'essaye pas de masquer le symptôme. Et c'est vrai que dont tu parlais, ça me fait penser à ça, en fait, de remplacer par exemple le pâté ENAF par un pâté local, de remplacer le lait de vache par une boisson végétale, mais dans laquelle on va avoir du sucre transformé, des huiles de palme. Donc en termes d'écologie, je passe l'impact nutritionnel, hein, je parle juste d'écologie déjà, c'est pas non plus formidable. Et en fait, c'est des pansements qu'on vient mettre sur des choses. On fait des transferts en fait avec des alternatives dites plus vertes, c'est ce qu'on appelle un peu le greenwashing, et en fait
Je dis on parce que peut-être c'est les industriels derrière ça qui ne prennent pas le temps d'expliquer bah, c'est quoi l'impact en fait de manger un pâté ENAF. C'est quoi cet impact en termes d'écologie dû à l'emballage, le fait que la viande elle vient d'où de ce pâté ENAF, le fait que la surconsommation de viande c'est ça qui est problématique. Donc effectivement demain remplacer la consommation d'un kilo de pâté ENAF par semaine par un kilo de pâté local. Bon, bah, peut-être qu'il y a un mieux vis-à-vis du CO2, de l'impact CO2 par rapport au transport, qui est une phase du cycle de vie du produit. Mais in fine, on a autant de consommation de produits animaux, il y a autant d'élevage, il y a autant de relargage de méthane, etc. Donc je suis d'accord avec toi sur ça. Et j'ai envie de compléter ce que tu dis parce que tu vois, c'est super de se poser ces questions de c'est quoi l'impact de ce pâté, quelle quantité de transport il y a eu, qui que quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, mon blog part de ces questions-là, hein, donc voilà. C'est super de se poser toutes ces questions et de dire aux gens, vous devriez vous poser ces questions, mais déjà, c'est hyper culpabilisant en termes de charge mentale, c'est énorme. Enfin, tu sais de quoi je parle. Euh, et puis surtout, c'est bien beau, tu vois, toi et moi et plein de gens qui nous écoutent vont faire des efforts pour aller acheter le plus près possible, etc. Mais euh, à côté de ça, on vit dans un monde qui structurellement est mondialisé en fait. Enfin, je veux dire, tout est organisé, les systèmes économiques sont organisés pour que les trucs viennent de l'autre bout du monde. Enfin, je veux dire, au niveau du système, tout est organisé différemment en fait. Et donc du coup, oui, les comportements de consommation individuels sont, enfin, c'est top, ça aide des gens à avoir des prises de conscience, etc. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on trouve normal, de recevoir enfin, d'avoir des produits qui arrivent de l'autre bout du monde ou même de l'autre bout de la France? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve que c'est normal? Enfin, je veux dire, ça demande un niveau de remise en question, individuel, mais aussi collectif et je crois surtout collectif, de qu'est-ce qui fait qu'on a décidé que la mondialisation, c'est mieux que des économies ultra localisées? Qu'est-ce qui fait que, tu vois, et quand tu commences à te poser ces questions-là, tu te rends compte que les fondements de tout ça, ils ont été posés, mais c'est pas un problème de l'après-guerre, hein, c'est une évolution qui est séculaire en fait. Enfin, je veux dire, toute l'histoire est d'aller dans un certain sens qui nous amène aujourd'hui à avoir les problèmes qu'on a et l'accélération qu'on connaît. Mais en fait, si tu regardes l'histoire, tu te rends compte que tout ça, ça s'est construit siècle après siècle. Enfin, il y a plein de postulats qui ont été posés en fait. Et aujourd'hui, il faudrait remettre en question tout ça en fait. Enfin, moi, quand j'ai lu la, enfin, quand j'ai commencé à plonger un peu dans la collapsologie et tout, enfin, de toute façon, ça continue d'infuser parce que c'est un tellement gros morceau à digérer que ça met du temps. Mais finalement, ça t'amène, tu te rends compte que le niveau de remise en question, il va très très loin en arrière et il s'attaque aux structures. C'est pas juste au comportement des uns et des autres, il s'attaque vraiment à la structure du système. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve normal de pouvoir se déplacer partout, tout le temps, hyper vite, de pouvoir aller. Enfin, tu vois, je veux dire, avant, on ne se déplaçait pas beaucoup, à part des gens qui étaient des voyageurs, etc. Enfin, ta vie, elle était dans un rayon de, je sais pas, j'en sais rien parce que j'y étais pas, mais de quelques dizaines de kilomètres, tu vois. Bon, je dis pas que c'était mieux avant parce que c'est pas vrai. Je veux dire, si les choses ont évolué, c'est que ces modes de vie-là, ils posaient des questions, mais enfin, juste quand je pense à tout, je me dis, mais c'est tout ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas juste quel est l'impact du truc que je consomme. Enfin, dire, c'est que collectivement, il faut qu'on ait toutes ces questions en tête et qu'on soit prêt à faire des choix de société qui sont mais radicalement différents. Et ça, bon, il y a un peu de boulot, quoi. Bah, c'est ça, c'est là où en fait, moi, c'est ton livre, notamment sur la partie du colibri qui m'a beaucoup touchée. Alors, je vais reprendre, j'aime bien dire donc la fable du colibri, une légende qui fait l'apologie de l'inefficacité. C'est la phrase qui est dans ton livre, il me semble. Et c'est autrement dit, moi, lorsque j'ai lu en fait ce passage de ton livre, je l'ai compris un peu comme faire sa part du colibri, ça ne sert pas à grand chose. Donc en fait, à
Arrête de regarder ce que tu manges, de t'user à faire ton propre potager bio avec de l'eau que tu récupères dans des cuves à eau, ou encore d'acheter de seconde main quand tu achètes, quand tu as vraiment, vraiment besoin. Je me suis dit, en fait, tout ça, est-ce que je dois tirer un trait dessus parce que finalement, ça ne sert absolument à rien. Alors, je mets de côté le fait que maintenant, c'est là où c'est compliqué, c'est que c'est des choses qui font tellement partie de moi maintenant, de mes valeurs que je ne pourrais pas faire autrement ou faire autrement. Ça me prend beaucoup plus d'énergie et d'effort que de faire ainsi. Mais finalement, vis-à-vis du message que tu partages dans le livre, je me suis dit, bah en fait, ça sert à rien. Et comme tu viens de dire là, effectivement, c'est plus grand, c'est un système économique qu'il faut revoir. Mais nous, on peut pas agir. Enfin, indirectement, si on peut agir, parce que si on arrête, et c'est là où moi je pense qu'on a la clé, c'est que en arrêtant de consommer certains produits, et pour moi c'est ça les petites actions, c'est en arrêtant de consommer certains produits, c'est en consommant d'autres choses, c'est en choisissant d'autres moyens de transport qui sont pour moi ce que j'appelle des petites actions, et donc ça part du colibri, qu'on va peut-être faire comprendre aux industriels que ils n'ont plus de raison de vivre en fait. De toute façon, ils feront plus de, ils font plus de bénéfices. Et peut-être que le gouvernement va se remettre en question, mais je suis d'accord aussi pour dire que tant que notre système économique, qui est quand même dirigé par un gouvernement, en fait, c'est ça qui a le plus d'impact aujourd'hui, c'est ça qui pourrait faire changer les choses. Donc c'est là où c'est très compliqué en fait de savoir comment agir quand on se dit ok, en fait c'est plus gros que nous. C'est le gouvernement, c'est le gros système qui va changer les choses. Nous on fait partie en même temps du système, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des petits êtres certes dans notre coin, mais on fait partie de la société. Donc en même temps nos petites actions pour moi ont forcément un impact derrière. Voilà, c'est là où en fait j'ai été touchée par ton livre, entre autres, hein, mais touchée dans le sens où waouh, je me mets où en fait? Qu'est-ce que je fais concrètement finalement? Bah, je comprends parce que c'était un peu les questions que je me posais, que je me pose toujours, hein, d'ailleurs, quand je l'ai écrit. C'est un passage, tu n'es pas la seule à avoir été remuée par ce passage. J'ai eu plusieurs courriers de lecteurs certains qui étaient vraiment bouleversés. C'est marrant, je pensais pas que ça remuerait autant. Euh, Déjà, la première chose, c'est que quand j'ai posé ces mots-là dans le livre, honnêtement, j'étais en colère. Parce que, euh, en fait, à un moment, j'ai pris conscience que toutes ces histoires de petits gestes, euh, pardon de le dire comme ça, mais on nous prend pour des cons, quoi. Vraiment. Ce truc de... En fait, quand j'ai quand j'ai vu que même, que même des politiques, des gouvernements, des campagnes officielles nous encourageaient à faire des petits gestes, je me suis dit, là, il y a anguille sous roche, quoi. C'est pas possible. Si ça menaçait le système, en fait, ça serait pas promu. Donc, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, le système, il n'a qu'un intérêt, c'est se maintenir. Donc, si le système te dit oui, oui, c'est ça, fais des petits gestes, tu peux être certain que c'est complètement inoffensif, en fait, que ça ne l'inquiète pas une seconde. Et moi, le truc qui m'a écœuré et qui continue de m'écœurer aujourd'hui, j'en ai même la gorge nouée quand je t'en parle, c'est cette capacité insupportable qu'a le capitaliste de capitalisme de récupérer tout, en fait. Je veux dire, cette critique du capitalisme, il l'a tellement bien récupéré et digéré que maintenant, il peut te vendre des produits verts. Enfin, je veux dire, on en est là, tu vois. Et ça, moi, ça me met dans une colère incroyable, en fait. Enfin, tu vois, dire le bio, la philosophie du bio, c'est à des années-lumière des supermarchés. Et maintenant, les supermarchés, ils ont des kilomètres de linéaire de bio qui leur rapportent des marges monumentales en jouant sur tous les angles morts du cahier des charges. Enfin, c'est déprimant en fait. Moi, je trouve ça déprimant. Et donc, cette capacité qu'a le capitalisme de digérer les critiques qu'on lui fait pour t'en ressortir des produits, ça m'insupporte. Et donc, les petits gestes, c'est pas que ça, on est bien d'accord. Enfin, la part du colibri, c'est pas que ça. Mais en fait, j'observe quand même souvent que quand on me dit je fais ma part, c'est lié à des actions de consommation de produits estampillés verts. Et ça, moi, enfin voilà, ça c'est la partie vraiment qui me dérange en fait dans le colibri. Cette récupération et puis après, au-delà de ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que oui,
Ben, moi, à aucun moment, j'ai envie de dire aux gens: «Arrêtez de faire ce que vous faites», pas du tout. Bah, je suis personne pour dire ça. En plus, je veux dire, si ça a du sens pour toi, mais c'est génial, n'arrête pas, quoi, au contraire, enfin, fais ce que tu veux. Hem, mais voilà, encore une fois, ce qui m'inquiète, c'est, le niveau le la disons que chacun de nous, on n'a pas une énergie limitée, en fait. On a un temps, enfin, une disponibilité mentale et une quantité d'énergie, limitée et à quoi tu l'attribues, tu vois? Enfin, si c'est, pour te prendre la tête sur, quel paquet je dis n'importe quoi, hein, mais quel paquet de chips est le plus bio, tu vois? Bon, c'est des chips, enfin, c'est tu enfin, j'ai déjà vu des gens se prendre la tête sur ça, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Hem Et puis surtout, il y a un truc, tu vois, de ces petits gestes, heu, pas toujours, mais malheureusement parfois, c'est toujours des comportements de consommation individuelle. Donc tu vois, ça te ramène toujours dans un rôle de consommateur isolé, tu encore en plein vraiment dans la philosophie qu'on critique pourtant, tu vois? Et donc c'est malheureux que les gens, et je m'inclus dedans parce que vraiment j'y fais partie de ces gens-là, j'étais même au premier rang, dépensent toute leur énergie, tout leur temps, toute leur disponibilité mentale à se poser des questions sur des comportements de consommation individuels alors qu'on pourrait faire des trucs ensemble, tu vois? Enfin, alors qu'on pourrait se relier, alors qu'on pourrait, parce qu'à plusieurs, bah, tu peux imaginer de mettre en place des trucs qui ont quand même plus d'ambition que, «Qu'est-ce que j'achète aujourd'hui?» Même si «Qu'est-ce que j'achète aujourd'hui?» c'est une très bonne question à se poser, mais tu vois? Enfin, il y a un truc où j'ai l'impression que cette fable du colibri, c'était pas les intentions des personnes qui l'ont promu, en tout cas pas les premiers. Mais l'effet pervers un peu, c'est aussi parfois de nous isoler, en fait, alors qu'il faudrait qu'on se rassemble, il faudrait qu'on discute, il faudrait qu'on mette des choses en place ensemble. Ça nous dépolitise aussi, tu vois? Ce truc, chacun chez soi doit se poser des questions et puis collectivement, ouais, voilà. Malheureusement, ça a aussi cet effet pervers-là, et puis, bah, quand ça dépolitise, c'est catastrophique, quoi. Oui, parce que finalement, la clé contre un système économique actuel géré par un gouvernement, c'est le collectif. C'est ça, en fait, c'est la puissance du collectif collectif de la société, donc, qui pourra faire peut-être bouger les choses. Et c'est effectivement, c'est pas quand chacun reste dans son coin à même faire des petits gestes que ça changera finalement le système actuel, le système plus global. Bah, en fait, c'est les 2. Moi, je veux pas opposer individuel et collectif, c'est les 2 parce que si tu veux faire des choses ensemble, mais que, individuellement, personne n'est d'accord pour aller se regarder, un peu le cucu, tu vois? Ton collectif, il va pas faire grand-chose non plus. C'est tu vois? Parce que la brique du collectif, ça reste l'individu, on est bien d'accord? Donc, c'est vraiment les 2. C'est que si tu es pas capable de te poser des questions toi, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi, de traverser ce que tu vis et cetera et si tu es pas capable de te relier, ben, enfin, tu as vraiment besoin des 2 sinon c'est tu vois? Des collectifs où personne se remet en question, c'est insupportable, en fait. C'est des enfers, c'est des endroits où les gens se montent tout le temps la tête, qui n'arrivent à rien, qui construisent pas, enfin ça marche pas non plus. Donc ouais, les 2 pour moi. Et qu'entends-tu par action collective et collectif? Est-ce que tu pourrais donner un exemple concret, par exemple? Mais il y a toutes sortes de collectifs. Moi, je crois pas qu'il y ait, un mode d'action, ça c'est bon, c'est ça qui va nous permettre, tu vois, les collectifs, ça peut être, des organisations, politiques, syndicales, des tiers-lieux, tu vois? Moi, je suis dans un tiers-lieu en ce moment, c'est surtout dans ce collectif-là que je mets de l'énergie. Ça peut être, je sais pas, même pourquoi pas des troupes d'artistes, enfin tu vois? Il y a toutes sortes de collectifs, il y a toutes dimensions, enfin il y a le collectif, d'une commune, d'une intercommunalité, tu vois? C'est partout le collectif, ça prend plein de formes diverses et je crois pas qu'il y ait, un type de collectif qui détienne la clé de la transition. Je pense que tous les collectifs, doivent se responsabiliser, mais en tout cas, c'est sûr ça, j'en suis persuadée, il faut faire re-rentrer de la dimension collective dans nos vies, et notamment, enfin, moi j'adore le collectif récréatif, hein, ne me faites pas dire, voilà, je trouve que c'est très important d'avoir des groupes, festifs, de potes et cetera, mais aussi des collectifs de responsabilité et pourquoi pas mêler les 2 d'ailleurs, mais ouais, il faut faire re-rentrer le collectif dans nos vies et pas juste pour l'amusement, tu vois?
Anaëlle, moi je suis une petite souris et je sais que j'ai une bande de petites souris avec moi qui nous écoutent. Et j'aimerais qu'on s'immisce le temps de quelques instants dans ta vie pour savoir un petit peu à quoi ça ressemble une vie dans ta peau. Justement en termes d'écologie, d'écolos convaincus, il y a bien entendu, on n'est pas là pour juger, juste pour avoir peut-être des sources d'inspiration ou peut-être des questionnements également. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire au sujet de ta vie? Tu nous as parlé de Pierre-Leu, tu nous as parlé d'associations. Voilà, toi, c'est quoi tes petits et gros gestes d'écolo convaincus? En ce moment, bah bon, moi ça fait longtemps, le vélo c'est un mode de vie, hein. Chaque fois que je peux, c'est à vélo et je suis très contente parce que le village dans lequel j'ai déménagé a tout ce qu'il faut en fait. Donc je suis encore très souvent à vélo et ça c'est chouette. Euh, c'est du potager, mais je t'avoue que j'ai pas encore tout compris au potager. Mais il y a des choses, je mange des choses que je fais, mais pas autant que je voudrais. Bon, bah voilà, moi au niveau de la consommation, alors mon plus grand déchirement, ça a été de dire au revoir au supermarché coopératif dont je faisais partie quand j'étais à Bordeaux. Parce que bah, là où je suis, il n'y a pas de supermarché coopératif. Donc ça, c'est ma grande tristesse, mais bon, heureusement, il y a des marchés. Oui, moi au niveau des comportements de consommation, enfin, il y a, à part les chips qui sont un peu mon péché mignon, j'avoue. Mais sinon, il Ah, y a d'où l'exemple des chips. c'était pas moi, hein, ceci dit. Moi, j'ai Ah. pas de texte, pas de chips bio, je comprends pas l'intérêt, mais ouais, j'avoue, ça, c'est. Je n'ai pas encore réussi à me débarrasser de ça, mais sinon, il n'y a pas de produits industriels dans mon chariot, tu vois, enfin, jamais. Voilà, après, bah, je suis au bureau d'un tiers-lieu où on monte des projets collectifs avec plusieurs axes sur animer un espace de vie sociale. Je trouve ça hyper important de remettre de la vie dans les villages et les petites et moyennes villes plutôt que de tous s'amasser dans quelques grandes villes qui deviennent invivables. Je pense que c'est hyper important. Donc voilà, on a des projets pour la mobilité en milieu rural, pour développer des solutions durables de mobilité en milieu rural. Voilà, donc c'est beaucoup de réunions avec des chips. Et voilà, puis après, c'est plein de petits gestes. Enfin, c'est que de la seconde main. Enfin, je suis pas différente des autres, hein. Je fais les mêmes gestes de consommation principalement, bah, parce que voilà, c'est pas simple hein, de se sortir d'un modèle dans lequel on a tous poussé et qui nous entoure et qui est partout. Mais voilà, c'est peu de. Bah là, depuis 3 ans, on fait plus de voyages lointains. On a arrêté. Plus d'avions et puis même on part plus à... on part plus loin. Ça, c'est fini. Euh, on part. Après, nous, on est un peu en vacances toute l'année, tu sais, parce que j'habite en montagne et j'ai vu sur les montagnes toute l'année, donc c'est aussi très pratique. Choisissez un lieu qui ressemble à des vacances, vous aurez vachement moins envie de voyager. Mais moi, je te rejoins depuis que je suis enfin là où j'ai toujours voulu être. J'ai plus envie de partir. Et je suis en Bretagne, à côté de la mer, je suis en pleine campagne, dans la nature. J'ai plus besoin de fuir en fait. Alors, on arrive tranquillement à la fin de notre échange, Anaëlle. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre rencontre et je suis vraiment très très contente d'avoir pu faire ta connaissance et d'avoir pu parler de quelques passages de ton livre, de tes pensées, d'avoir un peu débattu ce sujet. Je mettrai bien entendu la référence de ton livre et de ton blog en description de l'épisode. Mais pour conclure cet échange, est-ce que tu aurais, toi, un premier pas à partager à nos auditeurs suite à l'écoute de cette conversation? Quel serait pour toi le premier pas à franchir, à réaliser en éteignant le podcast et en enlevant ses écouteurs des oreilles? Oh, ça me fait sourire ta question parce que je me dis, mais est-ce que tes auditeurs, c'est vraiment un premier pas qu'ils font ou est-ce que c'est un 12e pas, tu vois? Bah, c'est toujours un premier pas de plus, on va dire. Un autre pas, comme tu veux. Bah, écoute, ça va paraître passif, mais je crois pas. Moi, j'invite
rester présent en fait à ce qu'on ressent. Parce que il y a tellement de choses qu'on fait juste pour fuir ce qu'on n'a pas envie de ressentir, y compris des comportements qui sont néfastes pour l'environnement ou pour les autres ou pour soi. Heu, du coup, j'invite à rester présent et à pas avoir peur de ce qui se passe à l'intérieur parce qu'en fait, quand on quand on accueille, ça passe. Je sais que c'est pas facile sur le moment, que ça peut donner l'impression d'être pris dans le tambour de la machine à laver, mais en fait, accueillir, ça passe et ensuite, je trouve que quand on se donne cet espace-là, il y a moins de questions et il y a plus de certitudes, qui se tu vois, il y a des choses qui deviennent des évidences, tu vois? De là où tu pourrais te prendre la tête, pendant, je ne sais combien de temps sur: «Ah mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qu'il faut faire et tout?» Bah, je trouve que quand tu te donnes cet espace d'accueillir ce que tu vis, en fait, ce que tu dois faire se dessine, tout seul, s'impose à toi et c'est quand même, enfin ça te sauve de l'énergie, justement pour le faire. Donc voilà, je sais que c'est pas très concret ce que je viens de dire, mais c'est ça qui me vient quand tu me poses cette question. Bah écoute, c'est le principal. Merci beaucoup pour ce conseil. Et voilà, si vous voulez aller encore un peu plus loin et même beaucoup plus loin sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, je vous invite fortement et chaleureusement à aller vous procurer de seconde main ou d'occasion, peu importe, le livre d'Anaëlle pour découvrir toutes ces pistes et réflexions. Voilà, notamment une superbe citation de Mike Horn que tu as mentionné dans ton livre qui est, et je pense qu'on terminera sur ça, on qualifie d'impossible les choses que l'on n'a pas vraiment envie de faire. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire? Merci beaucoup Anaëlle, à bientôt. Merci Alexandre. Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire? Alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Et on ne cesse jamais d'apprendre et d'évoluer. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes? N'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et à présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.